Je donne maintenant la parole à Christelle Tarot et à Fanny Colonna pour leur exposé. Donc le thème de notre exposé, enfin le titre plus exactement, c'est la minorité européenne d'Algérie, inégalité entre nationalités, résistance à la francisation et conséquences sur les relations avec la majorité démographique musulmane. Alors les choses vont se passer de la façon suivante. Ce sera un exposé à deux voix. Je vais commencer puis céder la parole à Christelle et la reprendre. Enfin, elle va me la rendre ensuite. Un mot simplement pour dire que la matière de cet exposé ne recouvre pas complètement, mais fait partie d'un programme de longue haleine que nous avons mis en route il y a 2 ans, qui a donné lieu à 2 ateliers à la FEMA, mais qui maintenant fait l'objet d'un programme à 24, dans lequel il y a 15 doctorants et post-doctorants. Et si je précise ceci, c'est pour dire que on peut augurer de tout, même s'il s'agit souvent, enfin il y a des historiens, mais il y a aussi des sociologues, des anthropologues et des politologues. Pour moi, ces 15 doctorants qui sont impliqués dans le programme sont la promesse d'un rajeunissement de notre discipline qui, vous pouvez le constater en regardant autour de nous, prenez de l'âge. Alors, comme je ne suis pas professionnellement historienne, alors chaque fois que dans ces parties on dira je, celle qui dit je assume absolument ce qui suit. Moi, je ne suis pas professionnellement historienne, je pratique à l'occasion, j'ai pratiqué par écrit la sociologie et l'anthropologie historique, mais je me suis autorisée de la démarche que nous présentons ce matin, d'une part des ouvertures du texte qui introduit ce colloque, et d'autre part d'un passage particulier qui recommande d'écouter nos collègues non francophones et en particulier anglophones. Et c'est pour ça que je me sens particulièrement confortée dans ma démarche quand je lis sous la plume de Julia Clamsey-Smith, qui est une historienne californienne et dont j'aurais vraiment souhaité qu'elle soit là aujourd'hui, une critique très historienne elle-même de ce qu'elle appelle cette approche binaire entre les 2 catégories mutuellement exclusives de rulers and rules, colonisés et colonisateurs. Je suis d'accord avec elle sur ce qu'elle appelle cette curieusement monotone discussion au sujet de la rencontre coloniale, comme s'il n'y avait pas d'espace discursif, il y avait seulement un espace discursif pour une Europe monolithique d'un côté et des natives de l'autre, tout aussi monolithiques. En fait, quand elle soutient que le peuplement européen en Tunisie et en Algérie n'a jamais constitué une seule communauté, ça va être notre thème fédérateur, mais plutôt une mosaïque queuléreuse et sans règles de groupes en compétition, porteurs de normes culturelles dissemblables et jouissant de privilèges politiques différents. Je pense que c'est un très bon résumé de ce qu'on en peut dire. Alors, pour commencer, je vais faire une remarque qui est peut-être un peu, qui vous paraîtra hors sujet, mais que je pense importante. Je tiens en effet comme un symptôme très important que 130 ans d'algérianité n'ait pas produit un univers de chair et de sang, de passion, comme les romans russes au XIXe ou comme ceux plus proches de nous de la communauté blanche d'Afrique du Sud et même de Rhodésie. Des textes qui soient capables de parler au-delà de leurs frontières, comme Nadine Mortimer et bien d'autres. Alors, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de témoignages littéraires et de production littéraire, il y en a des masses. Je crois que c'est Stora qui a fait un répertoire de plusieurs centaines de titres. Ces textes-là sont confidentiels, ils ne nous parlent qu'à nous qui avons vécu ces conditions, ou dont certains de nos parents ont vécu ces conditions. Ce constat sur la littérature, et je pense que c'est un symptôme très fort, et j'attache beaucoup d'importance aux relations entre les sciences sociales et la littérature, ce constat se lie à son tour sur fond d'une ignorance dont on parle rarement et qui est rarement évoqué comme un manque. On sait très peu de choses en réalité en termes problématisés, sur
les Français d'Algérie en tant, ce qu'on appelait les Français, ceux qui sont devenus et qui étaient en 62 les Français d'Algérie, mais qui étaient tous sauf Français au départ, enfin pour beaucoup, on sait peu de choses sur eux en tant que société, et il faut parler au pluriel, on verra plus loin pourquoi, malgré, comme je l'ai dit, l'énorme masse bibliographique. Dans les pages archi-schématiques que Bourdieu leur consacre en 61 dans Sociologie de l'Algérie, pages 113-118, qui sont une sorte de vision au téléobjectif dépourvue de l'empathie et du sens de la diversité qu'il a su montrer pour les autochtones. Je rappelle que le livre est construit en chapitres kabyle, chaouia, mozabite, arabophone. Les Européens n'ont pas eu droit à un regard clivant et séparant. Enfin, c'est une masse. Et entre ce texte-là qui est de 61 et un texte tout à fait récent qui est de l'année dernière, et qui, dans un livre qui est apparu chez l'Harmattan et qui s'appelle « Culture et métissage en Algérie », qualifie les Européens d'Algérie d'identité orpheline, sur le modèle d'une maladie orpheline, en tant que génétique, inclassable et condamnée à une issue fatale. Je pense qu'on peut pas mieux trahir un inconscient darwinien. Entre ces deux tentatives, qui évidemment ne sont pas isolées, vous connaissez le texte de Nora, etc., on n'a pas la preuve d'une réelle avancée. On n'a pas la preuve que cette ignorance est gagnée en consistance. Or, il me semble que ces deux symptômes, littéraires et sociologiques, en fait, ne font qu'un. Ils parlent d'un peuple devenu ou rendu illégitime aux yeux du monde, mais aussi à ses propres yeux. Il est donc question ici, dans cette contribution, d'une histoire illégitime, de bons et de mauvais objets, et d'abord d'une double illégitimité politique et historiographique. Et je m'explique. Il y a en effet en Algérie, ou concernant l'Algérie, les deux, une histoire légitime, celle des Algériens, dans l'acception actuelle du terme. Parce que vous savez que le mot algérien a souvent été employé au 19e et au début du 20e pour désigner aussi les Européens. Cette histoire est la seule d'ailleurs à laquelle j'ai personnellement contribué jusqu'ici. Elle est encore lacunaire, très dominée par des paradigmes politiques et même policiers, par la tyrannie des sources officielles, par des périodisations imposées, par la désaffection de l'objet Maghreb, etc. Mais elle se renouvelle à grands pas et par des travaux discrets et de qualité. Si on ne considère que les 19e et 20e siècles, et du seul point de vue de la légitimité politique, qui n'est jamais négligeable en histoire, on peut dire que cette légitimité tient sa force passée, présente et à venir, de ce qu'elle se donne comme tâche d'approfondir les formes de la violence coloniale faite aux peuples conquis, y compris dans ses interactions avec la puissance dominante. Derrière elle, elle a, même si le moment présent est au doute, un événement formidablement fondateur, la guerre d'indépendance, qui va jouer pendant longtemps encore le rôle qu'a joué 1789 dans l'extraordinaire développement de la science historique en France, et là-dessus les réflexions de Lisbeth Afuré ou de Firé à Nisbeth, comme on voudra, sont irremplaçables. Il montre comment, si la science historique française est sans doute la plus développée du monde et la plus variée, elle s'adosse à la Révolution française. Il y a un avant, un après, etc. En face, si on peut dire, du côté du peuplement français en Algérie, il y a la sanction de l'histoire, une défaite et au mieux des occasions ratées et des exceptions, des raretés. Au nombre de celles-ci, il y a un certain nombre d'actes, d'œuvres, de textes, souvent admirables, toujours intéressants, qu'on peut qualifier de résistance ou en tout cas de non-conformisme. Elles sont plus ou moins légitimes, mais ces îlots ne sont pourtant pas ou sont très difficilement totalisables. Ils ne parlent que pour eux-mêmes, ne disent rien du tissu social, de cette temporalité et de son quotidien. De plus, ils ne parlent qu'à leur famille de pensée ou aux convertis, entre guillemets. Les communistes lisent Enodi, sur Yveton, Lisette Vincent ou Laban. Les chrétiens méditent sur les vies de l'abbé Béringuet, du curé Scotto ou de Pierre Claverie. Mais ces messages ont en commun d'être peu généralisables. Ils ne renvoient ni à l'histoire sociale, c'est clair par exemple pour les communistes, ni Yveton, ni Lisette Laban, ni Laban, ni Lisette Vincent n'expriment les mêmes milieux et des milieux consistants. Ils sont différents entre eux. L'artefact du PCA ne suffit pas à leur donner de sens et c'est plutôt l'inverse. Ils ont utilisé le PCA pour leur propre lutte. Et d'ailleurs, ils ont bien fait.
Il ne relève pas non plus de l'histoire des mentalités, et dès qu'on s'intéresse à des personnes, comme Olivier Todd sur Camus, ou comme je l'ai fait sur la génération des années 50 dans un numéro d'Autrement, l'exercice qui consiste à essayer de trouver une consistance ne peut parler que de segments, de cloisonnements et de factions, et quand on y regarde d'un peu plus près, des anathèmes qui divisent cette société, et pas seulement cette société, mais chacun des milieux qui cherchent à inventer quelque chose. C'est précisément pour cette raison, celle de la fragmentation et de l'hétérogénéité, qui n'ont pas été seulement diachroniques, c'est-à-dire liées à l'histoire du peuplement, à ces couches successives qui sont arrivées de décennie en décennie, mais aussi synchroniquement grâce au travail des idéologies, que nous avons choisi d'entrer dans ce vaste dossier par la question des inégalités. Quand Bourdieu, qui était proche du but, parle dans ce fameux dernier chapitre de son petit que sais-je, Sociologie de l'Algérie, il parle d'une société à caste, mais lui pense à la grande fracture entre peuples indigènes et colonisateurs. Et en réalité, cette grande fracture lui a caché, celle qui séparait en de multitudes de strates la population européenne elle-même, y compris le top de cette société qui étaient les Français, et la division entre pathos et pieds noirs, clivage dans lequel il est tombé lui-même à pieds joints. Donc on ne peut pas parler de la société européenne comme d'un bloc. Cette question des inégalités, je propose de la poser non en elle-même, mais croisée avec une autre question qui l'interpelle et que je dirais de la façon suivante. Qu'est-ce qui a empêché la greffe durable, autrement que sur le mode minoritaire, erratique ou sous forme de chapelle, la greffe donc de l'idée qu'un homme égale une voix dans la société blanche en Algérie durant 130 ans? Ou pour dire les choses autrement, comment expliquer qu'au milieu du XXe siècle, 1 million de personnes raisonnablement alphabétisées, scolarisées, imbues des idéaux de la Révolution de 89, soumis de fait à la cohabitation avec une population 10 fois plus nombreuse qu'elle, n'aient pas inventé leur propre forme de survie et, en un mot, ne se soient pas affranchies elles-mêmes du cadre colonial dans lequel l'histoire les avait placées. Voilà. Je vais maintenant céder la parole à Christelle, qui va prendre les choses par un autre bout, et ensuite j'y reviendrai. Oui. Alors, l'entrée que je vous propose est une entrée dans le témoignage, en fait, avec 2 citations, une extérieure d'une historienne aixoise qui vient en Algérie dans les années 90 faire une enquête et qui est confrontée justement à cette question des inégalités dans le peuplement européen. Voilà ce qu'elle dit. Et ce que j'ai découvert, qui a été très intéressant et très nouveau pour moi, c'est qu'il y avait dans cette population une hiérarchie implacable entre les Français de souche et tous ceux qui ne l'étaient pas. Des Européens qui avaient pourtant, s'ils le souhaitaient, reçu la nationalité française. Ils l'avaient reçue d'office en 1889, mais certains ne l'étaient pas quand je suis allée en Algérie en 1993. Ils avaient souhaité rester italiens, espagnols ou maltais. Cette hiérarchie s'était établie de façon assez brutale. Le dessus du panier, je reprends les termes de quelqu'un qui me l'a dit ainsi, c'étaient les Européens de la métropole. Le nec plus ultra étant d'arriver d'Alsace, de l'avoir quitté pour ne pas devenir allemand en 1870. Quand on avait la chance d'être alsacien, c'était très, très bien. Ensuite venaient les autres Français et en dessous, toute une panoplie de gens. Par exemple, les Espagnols qui, dans l'Oranais, avaient de petits métiers comme le ressemelage des chaussures et les femmes qui étaient employées de maison chez les Françaises. Ensuite, il y avait les Italiens, au-dessus des Espagnols, puis les Maltais, un peu plus bas, et enfin, tout à fait en dessous, ceux que les Européens ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir et qu'on a vu tout d'un coup se lever et lutter pour prendre leur indépendance, c'était le peuple algérien. Donc là, il s'agit de cette historienne Hélène Braco qui raconte ce problème des inégalités, mais d'une manière extérieure. Elle ne fait pas partie, évidemment, de la société concernée. Autre point de vue. Juste un petit problème technique. Il ne faut pas que vous parliez
ça, je crois qu'il faut parler, essayer de voir si ça... Est-ce que ça va mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, oui. Merci infiniment de cette précision. Non, non, mais vous avez tout à fait raison, d'autant que nous-mêmes, on s'entend avec l'écho, c'est très pénible. C'est mieux comme ça. Bien. Donc, deuxième citation, cette fois-ci endogène à la société coloniale concernée. Il s'agit de Pierre-Marie Fernandez, qui est metteur en scène de théâtre, qui travaille maintenant à Marseille, qui a écrit en 2000 ses souvenirs d'enfance, qui est née en Algérie en 1950 et qui a quitté l'Algérie en 1963. Voilà ce qu'elle dit. Les indigènes étaient différents physiquement, différents aussi dans leur langue. Ils étaient pauvres généralement, n'occupaient que des fonctions subalternes. J'étais habituée à cela, à entendre parler d'eux d'une certaine façon. Tous les montraient inférieurs et socialement ils l'étaient. Pourtant, dit-elle, la colonisation avait produit d'autres différences dont j'étais cette fois victime. Il existait une hiérarchie des origines entre les pieds noirs. C'était le nom, bien entendu, qui disait tout de la personne. Il y avait les Français de France, c'était la race des purs, entre guillemets. Et les autres, les Italiens, les Juifs et les Espagnols. Ces derniers n'étaient pas les mieux considérés. Cela faisait un peu pauvre et vulgaire d'être espagnol. La discrimination était bien sûr plus subtile qu'avec les Arabes, puisqu'il n'y avait aucune inégalité de droit ni de dissemblance physique entre les pieds noirs. Mais je l'ai toujours ressenti de façon nette. En réalité, l'Algérie était coupée en deux. D'un côté, l'Algérois, intellectuel et français, avec beaucoup d'Italiens, classe légèrement un peu au-dessus les Espagnols. De l'autre, l'Oranie, espagnol au point que l'on parlait la langue dans la rue, chez les commerçants. Mes grands-parents ne s'exprimaient qu'en espagnol entre eux. Donc là, il s'agit de souvenirs d'enfance de Marie-Pierre Fernandez. Alors, ces deux témoignages, directement tirés de récits personnels, nous montrent avec tout à fait acuité et nous font rentrer de manière extrêmement précise dans notre problématique des inégalités. Avec Fanny Colonna, en relisant beaucoup de choses, on s'est rendu compte que ces deux récits pouvaient en fait être extrêmement multipliés et qu'ils étaient en somme la preuve microsociologique d'une dimension essentielle de la société blanche coloniale en Algérie et de sa nature de société entre guillemets castée qui, tout en étant parfaitement occultée dans le langage général, se retrouvait partout. On en entendait évidemment des traces absolument partout. Et donc se repose la question formulée par Fanny Colonna tout à l'heure, c'est comment finalement ces non conformes à la norme coloniale, les Espagnols, les Juifs, les Maltais, les Italiens, discriminés en tant que tels, pourquoi n'ont-ils pas fait corps finalement avec les entre guillemets hors caste, c'est-à-dire évidemment les populations locales? Alors Hélène Braco nous fait la réponse suivante à cette question, qui n'est évidemment pas définitive, qui est un élément à prendre en compte au milieu de beaucoup d'autres, mais voilà ce qu'elle dit. Elle dit, à un moment donné, toute cette hiérarchie entre Européens est tombée pour faire face contre cet oublié qu'était le peuple algérien, qui se levait pour son indépendance en 1954. Certains m'ont dit que cela leur était tombé sur la tête et qu'ils n'avaient rien compris parce que, pour la plupart, leur meilleur copain était un Algérien. Quand on vise une seule personne, on peut très bien en faire son meilleur ami. Quand on regarde tout un peuple, cela devient l'adversaire. Alors, en dehors de ces sources, quelques mots sur les chantiers énormes dans lesquels nous nous trouvons entraînés, Fanny et moi, et avec nous un certain nombre de gens qui travaillent dans le cadre de cet appel d'offres France-Maghreb dont Fanny vous a parlé tout à l'heure. Un des premiers axes d'entrée de notre travail consiste à comprendre comment se sont constitués ces castes en question. C'est tant est d'ailleurs que le terme caste est vraiment approprié, enfin nous le pensons, mais il faudra que nous l'argumentions solidement. Alors évidemment, il faudra regarder les dispositifs juridiques, et notamment évidemment les trois grands dispositifs juridiques du XIXe siècle, le décret Crémieux d'abord de 71, le Code de l'indigénat, bien sûr, de 81, et puis la loi de francisation de 1889, qui est en fait, en réalité, plusieurs dispositifs juridiques différents, et certains étant antérieurs. Regardez la loi de francisation, mais aussi les résistances à la francisation, car les résistances à la francisation, j'en dirai très rapidement 2 mots dans 2 secondes, sont extrêmement importantes.
La question est donc de savoir si ces lois ont été pensées ensemble, ces 3 grands morceaux juridiques ont été pensés ensemble, ou si ils ont été pensés comme, s'ils ont été pensés comme manière de diviser ou d'unir versus unir les populations. D'un côté, de diviser les populations locales, de l'autre, d'unir ces communautés européennes si diversifiées. Ensuite, il faudra comparer le succès de la loi entre les différentes nationalités, comme je l'ai dit, pendant au moins 2 décennies postérieures à 1889. Ceux qu'on appelle les néos ne se précipitent pas, loin s'en faut, sur la nationalité française. Les Espagnols sont ceux qui semblent le plus résister à la nationalisation et à la francisation. 15 ans après l'instauration de la loi, quand on regarde les observations d'état civil, on constate que nombre d'enfants sont encore déclarés espagnols à la naissance, de parents demeurés espagnols. On constate même d'ailleurs que certaines familles font naître les enfants en Espagne, pour être sûr, bien sûr, qu'ils sont espagnols. Donc les femmes vont accoucher en Espagne et reviennent ensuite en Algérie. Deuxième grand terrain, évidemment, la question des réactions de la société locale et de ses élites à ce dispositif discriminatoire, notamment à travers la presse en langue arabe et à travers les réactions des notables musulmans, mais aussi en regardant comment est-ce que la communauté européenne, dans sa diversité, reçoit le dispositif discriminatoire du Code de l'indigénat, à travers la presse des colons d'un côté et la presse indigénophile de l'autre, le Journal des débats et la Revue des Deux Mondes notamment. Un autre axe important, c'est la question des femmes européennes et des rapports sociaux de sexe. Notamment, et c'est une évidence, dans le contexte de la colonie de peuplement. L'Algérie étant une colonie de peuplement, c'est quand même assez étonnant qu'on se soit si peu posé la question des femmes à l'intérieur de la colonie de peuplement, puisque pour peupler, par définition, il faut bien qu'il y ait des femmes et des familles. Donc ça, c'est un gros chantier, évidemment, qui concerne évidemment les rapports sociaux de sexe entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les colons, les colonisés et les femmes migrantes. Il y a des choses tout à fait saisissantes dans cette affaire. Par exemple, évidemment, dans la première phase de la colonisation, la connaissance de mariages mixtes, franco-algériens, hommes français, femmes algériennes, et puis un tarissement très net à la fin du XIXe siècle de ces couples mixtes, tout à fait important. Oui, donc j'avance très rapidement pour vous parler simplement d'un autre chantier qui est celui des résistances et refus. Ce qui nous a tout à fait frappé, c'est d'abord l'hostilité vis-à-vis de l'État français et donc de la politique coloniale, pour des raisons qui sont en général liées à la situation européenne et à des conflits évidemment entre nationalités européennes. On observe aussi une résistance grâce à des migrations saisonnières de travail. En fait, l'implantation algérienne est temporaire. Des questions évidemment d'activité politique locale. Les associations italiennes, espagnoles, maltaises sont extrêmement importantes. Elles ont leur propre presse et leur presse est souvent très virulente contre l'administration coloniale française, avec aussi une volonté d'utiliser les associations et la presse comme vecteur de l'identité nationale. C'est tout à fait évident dans le cas de la presse espagnole. Et puis, évidemment, la question de l'école républicaine versus les écoles des communautés, la question des langues, les églises des communautés, etc. Bref, les chantiers sont tout à fait énormes, mais il nous semble qu'ils amènent une nouvelle problématique dans l'histoire qui nous intéresse tous conjointement. Alors, pour conclure, je voudrais placer cette conclusion sous le signe d'une remarque de Jacques Rancière, qui dit qu'il recommande d'affronter les mauvais objets, comme celui-ci, en s'appuyant sur l'expérience qu'on peut avoir des bons objets. C'est-à-dire que ça tombe bien parce que ça vient à des moments, plus tard pour moi, plus tôt pour Christelle, où on a déjà travaillé sur d'autres choses. Bon, de tout ce que vient de dire Christelle, il serait absurde d'imaginer un livre qui ferait la synthèse de toutes les entrées. Et d'abord parce qu'il ne ferait que mettre ensemble des choses qu'on sait déjà pour établir cet éventail d'axes. Évidemment, on a lu
ou au moins inventorier tout ce qui s'était produit jusque-là, mais aussi parce qu'il n'est pas sûr, étant donné la fragmentation dont nous parlions à l'instant, dont je parlais au début, que tout le monde se reconnaîtrait dans un seul livre. Camus disait que ce peuple n'avait pas d'âme parce qu'il n'avait pas de passé. Mais justement, ce qu'il faut, c'est lui restituer son passé fragmenté. Je crois donc que l'urgence est de produire un savoir nouveau en donnant la parole, ou au moins la chance d'être connu et compris, à des destins beaucoup moins remarquables que ceux qui ont été publicisés jusqu'ici, à partir de l'invention de sources nouvelles avec des modes d'approche variés et sur des objets encore inexplorés. Cela voudrait dire qu'il faudrait recentrer l'analyse sur la responsabilité individuelle et donc sur des acteurs, et en acceptant de travailler sur toute la période, et en acceptant aussi d'abord d'aller voir, comme le recommandent les tenants des subalternes studies, sur des sources non étatiques, non officielles. Par exemple, je travaille sur les archives des Pères Blancs de façon extensive, enfin approfondie. Christelle travaille sur les dossiers concernant les rapports sociaux de sexe et la prostitution, etc. Et il faut donc aller... Ça ne marche pas? Non, on n'a pas de problème, aucun. Les micros centrales ne marchent pas. Ah. Celui-là. Mais on se débrouille sans, c'est bien. Ah bon, c'est pas un micro. Pardon. Il faut descendre sur des études de cas. Désolé. Il faut s'efforcer de descendre sur des études de cas régionalisées et datées, me semble-t-il. Alors, tout ça, c'est le côté... Enfin, il ne faut pas s'offenser de ce côté prescriptif. C'est ce que, d'expérience, il me semble qu'il faudra faire ou qu'il faut faire. Et il faut aussi éviter l'anachronisme et prendre bien conscience que tous ces gens sur lesquels nous travaillons, que ce soit les jésuites, les Pères Blancs, les colons de Fumtoub dans l'Aurès, sont tissés de contradictions et d'incertitudes, et qu'il n'y a pas d'un côté des individus libres, affranchis, et en face la société et le système. L'ambition de ce chantier, car c'en est un, serait dérisoire si on n'arrivait pas à produire une nouvelle famille de recherche qui prendrait le relais des irremplaçables monographies du siècle dernier, Crespo, Jordi, etc., qui renoncerait définitivement à la globalisation. Moi, je suis scandalisée quand je vois des travaux qui portent uniquement sur l'Exode, c'est-à-dire sur 1962 et après, comme s'il n'y a pas de meilleure façon que d'effacer, même si les gens vont parler de leur passé, mais comme si on considère que ce qui constitue l'unité de cette population, c'est l'Exode. Il faut au contraire, me semble-t-il, où il faudrait arriver à l'histoire de gens très ordinaires, donc je l'ai dit, localisés, datés, où seraient décrits et interrogés avec le plus de vérité possible les rapports sociaux que ces gens, ces groupes, ces individus ont entretenus avec évidemment les Algériens musulmans locaux et entre minorités méditerranéennes aussi. Et comme dernier mot, il me semble que c'est à ce prix que la transmission, laquelle se porte si mal en ce moment, pourrait se faire entre les citoyens algériens qui ont grand soif de cette histoire et les générations migrantes qui vivent désormais ailleurs, pour la plupart, bien qu'il y ait quelques éléments qui vivent toujours en Algérie. Et on verrait alors qu'à partir de multiples histoires individuelles, de groupes, de milieux professionnels, d'associations et d'utopies, que ces décennies n'ont pas été vécues pour rien. Et il est très important que nos enfants le sachent. Et je suis très frappée quand je vais actuellement, par exemple, dans l'Aurès, enquêter sur la vie de tel ou tel meunier ou de telle ou telle ferme de Pères Blancs, à quel point les collègues algériens qui m'accompagnent, et surtout les gens que nous interrogeons, sont absolument passionnés, fascinés, et se sentent partie preneur dans la production de ce savoir-là. Donc je pense qu'il y a une vraie demande de l'autre côté de la mer aussi.